Au début qu'on m'avait donné, il y avait 10 minutes pour un premier intervenant. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui, on vous entend normalement. Alors, rapidement, moi je suis Laurent Barbier, je suis professeur d'histoire à l'université, mais je suis orléanais. Et d'abord, je voudrais m'excuser, puisque même si je suis professeur d'histoire, je n'ai pas trop le sens de la. Par contre, c'est pas une note à côté du micro, parce que nous on n'entend rien du tout. On va avoir des micros, vous allez entendre. Ouais. Ah, ok. Ouais, je commence parce que on avance. Puisque c'est moi qui me suis trompé en fait d'horaire, hein, donc c'est pas du tout un retard de la SNCF, même si j'ai été chercher Pierre à la gare, donc j'aurais pu utiliser l'excuse du train quand même, ça aurait été assez facile, mais bon. Par honnêteté, je dois dire que je me suis trompé, j'ai donné un mauvais horaire à Pierre, évidemment il est arrivé trop tard. Donc Pierre nous vient de Paris, Pierre est normalien, docteur en sciences politiques, maître de conférence à la Queen Mary University à Londres. Il a travaillé à l'IRSEM également au préalable, il est chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Donc c'est un spécialiste des relations internationales, qui a beaucoup écrit, beaucoup publié sur l'Europe de la défense. Et là, il me disait qu'il allait publier un livre, La forge du monde, donc qui va paraître en mai, normalement, justement les européennes, sur la manière dont l'Europe a été aussi forgée par tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les enjeux géopolitiques. Les guerres, notamment depuis la guerre en Ukraine, mais même plus largement depuis la décolonisation. Donc ça sortira en mai aux éditions Fayard, donc ce sera peut-être un des derniers ouvrages d'extrême droite aux éditions Fayard, puisque la directrice a changé. Voilà, donc Pierre, je te laisse la parole tout de suite pour avoir ta vision sur les enjeux que le conflit en Ukraine impose à l'Europe de la défense. Ok, merci beaucoup et merci de me recevoir ici. Ce que je voudrais vous proposer, c'est pas de faire une présentation comme les précédentes interventions qui ont couvert énormément de sujets et d'aspects de la question. C'est plutôt faire un commentaire pour vous donner mon point de vue sur la façon dont on peut répondre aux questions qui se sont posées. Voilà. D'abord, je voudrais revenir sur la question de la défense de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est? Parce que je pense que on doit comprendre que c'est devenu quelque chose de complètement différent avec les récents développements de ces dernières années. Le général l'a bien montré au début, il s'agissait de faire quelque chose de complémentaire avec ce que fait l'OTAN, et je pense que c'est important, je pourrais y revenir après, de se dire que l'Union européenne n'est capable vraiment d'être légitime si elle a une valeur ajoutée par rapport à ce que d'autres sont capables de faire, que ce soit l'OTAN, que ce soit les États membres, mais l'Union européenne n'est pas capable d'avancer si elle n'est pas capable de clairement démontrer que ce qu'elle propose a une valeur ajoutée et fait ce que d'autres ne font pas, historiquement. Voilà. Donc quand on est pro-européen, je dis ça comme une parenthèse, je pense que surtout dans ce domaine qui est très sensible, il faut être peut-être un peu plus opportuniste que doctrinaire. C'est-à-dire on peut avoir des grandes visions sur ce que serait idéalement une défense européenne, mais ça ne passe pas forcément comme ça, parce que s'il y a déjà des acteurs qui font les mêmes fonctions et qui font bien, eh bien ça ne marche pas. En revanche, si vous arrivez à démontrer que vous êtes capable, par exemple avec l'Union européenne, de faire quelque chose que d'autres ne font pas, là ça peut avancer. Alors au début, grosso modo, je ne reviens pas sur ce qu'a raconté le général avec la Bosnie, etc. L'enjeu, c'était, s'il y a des crises qui n'intéressent pas les Américains, eh bien au moins que les Européens soient capables de le faire sans eux. Bon, ok, alors, s'il y a des crises qui n'intéressent pas les Américains, eh bien les Européens doivent être capables d'être actifs. Mais ça veut dire aussi que l'Union européenne s'est donné un rôle un peu périphérique. Parce que ça veut dire que la défense de l'Europe, c'était l'OTAN, et effectivement, quand la menace russe s'est réaffirmée, les Américains ont montré qu'ils étaient capables aussi de se réintéresser à l'Europe. Mais si l'Union européenne se spécialise sur ce qui n'intéresse pas les Américains, eh bien ça s'est développé surtout en Afrique. Bon. Et ça veut dire, on est arrivé à ce paradoxe, si vous voulez, que l'identité militaire de l'Union européenne, ça a été surtout d'être une armée africaine. Pas une armée, mais disons des opérations africaines. Et c'était d'autant plus compliqué entre Européens que l'Afrique, ça n'intéresse pas tous les Européens de la même façon, mais ça intéresse surtout les Français, historiquement. Et donc, ça a été aussi des opérations où se sont heurtées des visions différentes, où grosso modo on disait aux Français, alors vous avez une histoire coloniale, néocoloniale, comme on l'appelle, en Afrique, mais ça n'est pas le cas forcément de tout le monde, et donc tout le monde n'est pas forcément intéressé par ce qui se passe en Afrique.
Il y a eu un moment où ça s'est un peu simplifié, c'est avec la lutte contre le terrorisme, où tous les Européens ont admis que, par exemple, intervenir au Mali contre les organisations djihadistes, c'était légitime. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est un deuxième mouvement, c'est-à-dire à partir de 2013-2014, l'Ukraine. Et là, beaucoup de pays européens ont dit, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'Europe. C'est pas principalement ce qui se passe en Afrique. C'est un peu secondaire, c'est un peu périphérique. Et le grand paradoxe qu'on a eu à ce moment-là, c'est qu'on s'est rendu compte que s'il y a la guerre en Europe, eh bien on se détourne de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'elle avait adopté cette mission périphérique. Alors je fais tout ce détour pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien ça, cette réalité, elle est déjà en train d'être renforcée. Non pas à cause de la volonté des Européens qui auraient renversé cette dimension périphérique, mais à cause de deux choses. D'une part, parce que la guerre en Ukraine a mis sous le nez des Européens des besoins très importants, et en plus à cause de toute la série de coups d'État qu'il y a eu au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, où les Africains, d'une manière ou d'une autre, ont dit aux Européens, aux Français d'abord, mais à tous les Européens d'une certaine manière, le général l'a rappelé, on a mis fin à ces opérations, allez-vous-en. Ils ont fait valoir leur autonomie stratégique africaine contre les Européens. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette idée qu'on a une Union européenne qui est faite pour s'occuper des crises périphériques, elle n'a plus de sens. Ça n'existe plus. Et en réalité, même les instruments purement attachés à la politique de défense de l'Union européenne, c'est de plus en plus des opérations en Europe. La Facilité européenne pour la paix, elle avait été faite au départ pour donner des fusils aux armées africaines formées par les Européens pour éviter que ce soit les Russes qui leur en donnent. Aujourd'hui, ça n'a pas du tout cette mission. Aujourd'hui, la Facilité européenne pour la paix, c'est 80%, même peut-être plus 90% donnés pour l'Ukraine. De même, les opérations de formation de l'Union européenne, le général l'a rappelé, historiquement, c'est les armées africaines. Ça a été au Mali, en Centrafrique, en Somalie, en Mozambique, etc. Aujourd'hui, l'immense majorité des soldats formés par l'Union européenne, c'est des soldats formés en Pologne, des soldats ukrainiens. Ça veut dire qu'on a européanisé pour la première fois la politique de défense de l'Union européenne. Non pas par une décision, mais par la force des choses, des uns qui nous disaient « venez », les Ukrainiens, et des autres qui nous disaient « partez », les Africains. Non. Il y a un deuxième point, et ça, je fais écho à ce que le général a raconté à la toute fin sur Jean-Claude Juncker. Parce que Jean-Claude Juncker, lui, comme président de la Commission européenne, il était aussi un peu frustré au moment de la guerre en Ukraine de se dire, voilà, il y a la guerre sur le continent européen, la défense redevient une priorité pour les Européens, et pourtant la traduction pour l'Union européenne de tout ça, c'est que l'Union européenne est désinvestie et passe au deuxième plan parce qu'on dit, bah, finalement, ce que fait l'Union européenne en Afrique, ça ne nous intéresse pas. Et donc, c'est là où Jean-Claude Juncker s'est dit, bah, finalement, nous, Commission européenne, on n'est pas un acteur défense, on n'a pas de compétences en matière de défense. Les États membres n'ont pas voulu initialement nous donner ces pouvoirs, ils nous ont donné des pouvoirs essentiellement dans le domaine économique. Mais en passant par la case industrielle, on va dire qu'on va aider la capacité de l'industrie européenne à soutenir la défense européenne. Ça, c'est le Fonds européen de la défense, qui est en fait la matrice, même si c'était quelque chose de très limité au départ, c'est la matrice de tout ce que fait le commissaire Breton aujourd'hui. C'est-à-dire, avec du budget de l'Union européenne, on soutient, alors sous Jean-Claude Juncker, on soutient la recherche, on soutient le développement de prototypes. À partir de la guerre, de l'invasion à grande échelle en 2022, on a dit on va subventionner des achats conjoints. Ensuite, on va subventionner des extensions des capacités de production de l'industrie de défense. Le programme de soutien à l'industrie de défense européenne que la Commission européenne a sorti la semaine dernière, c'est un peu le prolongement de tout ça, c'est-à-dire comment trouver, en particulier avec des investissements du budget de l'Union européenne, des moyens de soutenir les acquisitions conjointes et la capacité de production de l'industrie européenne pour répondre à toutes les questions qui ont été posées avant, c'est-à-dire pourquoi les Européens n'achètent pas ensemble et pourquoi l'industrie européenne n'est pas capable de suivre. Mais, le mais, c'est qu'il y a des limites à l'extension des compétences. Certes, on peut, avec des capacités industrielles, subventionner l'industrie, subventionner les achats. Mais on ne peut pas non plus se transformer du jour au lendemain en acteur défense. Et qu'est-ce que j'appelle un acteur défense? C'est un acteur qui est capable d'acheter des armes. Et ça, l'Union européenne ne le peut pas. Parce qu'au cœur des traités de l'Union européenne, il y a l'article 41.2 qui dit que lorsqu'il s'agit grosso modo de questions militaires, de questions de défense, on n'agit pas avec le budget de l'Union européenne, on agit avec
un budget intergouvernemental. C'est la raison pour laquelle la Facilité européenne pour la paix, qui sert indirectement à rembourser des armes, eh bien, elle n'est pas sur le budget de l'Union européenne. Mais ça veut dire que, je pense qu'aujourd'hui, on a une Commission européenne qui se donne vraiment l'objectif de l'économie de guerre. C'est vraiment le mot d'ordre que le commissaire Breton se donne. Simplement, ils ne peuvent pas tout. D'abord, il y a évidemment un enjeu budgétaire, c'est-à-dire qu'ils voudraient plus d'argent pour le faire, mais après, il faut obtenir cet argent dans des négociations budgétaires qui, comme on l'a rappelé, impliquent non seulement plein de pays, mais plein de secteurs où chacun a des priorités qui peuvent être variées, qui ne sont pas toutes centrées sur la défense. Mais en plus, voilà, la Commission européenne, il y a des limites à la subvention. Et je pense que si on se met à la place d'un industriel, on voit bien qu'on ne peut pas diriger une stratégie simplement avec des subventions. Qu'est-ce qui oriente un industriel? Ce sont des commandes. Et ça, la Commission européenne peut toujours encourager les États membres à faire des commandes groupées, elle ne peut pas les faire à leur place. C'est pour ça que, moi, un des chevaux de bataille, c'est de dire ça ne marche que si, avec la Facilité européenne pour la paix ou avec un instrument similaire, c'est-à-dire l'instrument intergouvernemental, c'est-à-dire en gros ce que les traités laissent comme option aux États membres pour acheter des armes ensemble, on fait des achats conjoints, mais pas des achats conjoints où 2-3 États membres se mettent d'accord, mais avec un instrument, un fonds européen, et avec un seul acteur qui négocie les contrats, qui serait l'Agence européenne de défense. Ça, c'est à mon avis la seule façon de donner une visibilité à l'industrie de défense. Une comparaison qui a souvent été prise, et notamment par la Première ministre estonienne Kaja Kallas, c'est de dire qu'il faut faire comme avec les vaccins pendant la Covid. Parce qu'effectivement, pendant la Covid, la Commission européenne, au début, on leur disait exactement la même chose. Un vaccin, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis de toute façon, après, c'est la cacophonie, il y a des queues, des longues files d'attente pour les commandes. Mais la Commission européenne a dit, si moi je centralise les financements et si je suis l'unique négociateur pour 450 millions d'habitants, d'Européens, eh bien, je peux prendre la main face à l'industrie et effectivement avoir une grande marge de manœuvre quand il s'agit de négocier non seulement les prix, mais surtout la quantité et la rapidité. Et c'est exactement la même chose qu'il nous faudrait en matière d'armes. Mais pour ça, il ne suffit pas simplement de subventionner les achats conjoints entre 2 ou 3 États membres par-ci, par-là, ou de subventionner les augmentations des capacités de production. Il faudrait qu'on ait l'Union européenne qui, à travers une Facilité européenne pour la paix renforcée, confie à l'Agence européenne de défense la fonction de dire on va acheter alors plutôt du matériel consommable, c'est-à-dire dont on a besoin en masse, des munitions, des drones, des missiles pour toute l'Europe, c'est-à-dire pour l'Ukraine au départ, mais à long terme pour tout le monde, et avec des contrats de longue durée qui donnent une visibilité à l'industrie. C'est-à-dire on ne dit pas on vous achète un peu de munitions pour l'année prochaine pour l'Ukraine, parce qu'avec ça, personne ne construit de nouvelles usines. Si vous dites on achète des munitions pour toutes les armées de l'Union européenne sur les 15 prochaines années, là, on peut construire des nouvelles usines, ça a un sens d'investir, et vous pouvez, d'une certaine manière, prendre le pouvoir sur l'industrie et leur dire maintenant c'est comme ça que vous allez produire. L'échec du plan munitions, pourquoi? C'est parce qu'on a voulu faire les choses à moitié. On a dit effectivement il faut produire 1 million de munitions pour l'Ukraine en 1 an, mais après on a dit alors bon, on ne va pas non plus faire ça de façon trop autoritaire. Alors comme les administrations nationales des États membres ont l'habitude de faire chacun leur contrat, chacun leurs achats, on ne va pas les obliger à passer par l'Agence européenne de défense. Donc si vous voulez utiliser vos propres contrats, vous pouvez. Combien il y a d'États membres qui sont passés par l'Agence européenne de défense dans une logique coordonnée? Il y en a 7. Et c'est aucun des grands pays de l'Union européenne. Chacun a voulu faire sa petite stratégie dans son coin. Deuxièmement, quand la Commission européenne a dit il faut prendre des pouvoirs exceptionnels d'un point de vue réglementaire pour donner des priorités à l'industrie, pour déjà avoir un état des lieux de qui produit quoi, comment, pour pouvoir donner des priorités en termes de production, pour pouvoir donner des priorités en termes de production qui restent en Europe et qui n'est pas exportée, les États membres ont dit ah non, la Commission européenne veut nous prendre nos prérogatives, la défense est une prérogative nationale. Donc il y a une résistance. Ce n'est pas simplement que le volontarisme n'a pas encore abouti. Il y a eu une vraie résistance de la part des gouvernements. Et c'est ce que la Commission européenne essaye en partie de débloquer en relançant son programme, le programme qu'elle a présenté la semaine dernière. Elle relance ses propositions réglementaires en disant mais il faut avoir le pouvoir d'orienter l'industrie vers les questions de défense. Mais comme je vous ai dit, effectivement, il faut avoir ça et il faut aussi avoir en fait l'embryon d'un budget européen de la défense.
c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas simplement un budget industriel pour soutenir les capacités de l'industrie ou des activités conjointes, mais qui permette aux États membres d'acheter ensemble des armes directement. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas acheter massivement et donc on ne peut pas avoir une vraie stratégie pour la production européenne. Alors, maintenant, parlons directement de l'Ukraine, parce que ce que je trouve, si je veux revenir sur quelque chose de positif, c'est que cette stratégie de Jean-Claude Juncker, qu'il a adoptée au départ, je pense, pour des raisons assez politiques, c'est-à-dire je veux donner un rôle à l'Union européenne, parce que je trouve ça absurde qu'au moment où la défense redevient prioritaire, on ne parle pas de l'Union européenne, et puis aussi un peu pour la Commission européenne, parce que ça permettait à la Commission européenne de prendre son rôle là-dedans, alors que traditionnellement c'est un rôle des États membres, de l'intergouvernemental. Et bien, c'est devenu quelque chose d'assez central avec la guerre en Ukraine, parce que qu'est-ce que c'est que la guerre en Ukraine? C'est ce qu'on appelle en France la haute intensité, mais c'est dans le fond une guerre industrielle. Pas au sens une guerre entre industries, mais une guerre d'ampleur industrielle. On l'a rappelé, voilà, la Russie perd 200 à 300 chars par mois. 200 à 300 chars par mois. Donc ça veut dire que la question n'est pas du tout quelles sont les capacités que vous avez au premier jour de la guerre. Les capacités que vous avez au premier jour de la guerre, il faut partir du principe que vous allez les perdre en quelques semaines. La question, c'est quelle est votre capacité d'avoir une cadence de production rapide et massive. Donc en fait, la guerre moderne telle qu'on la voit se développer en Ukraine, ce qui est très intéressant, c'est que c'est celui qui a la meilleure industrie qui gagne, grosso modo. Et donc, c'est intéressant pour la Commission européenne et pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'est pas forcément un acteur militaire traditionnellement, par rapport à l'OTAN, etc. En revanche, un acteur industriel et d'investissement financier, oui. Donc, en fait, d'une certaine manière, ça lui donne un rôle. Mais pour ça, il faut aussi qu'elle s'en empare de ce rôle pleinement. Alors, ça veut dire que ça devient une bataille de la production. Et aujourd'hui, je voulais aussi compléter ça en disant, pour arriver à la priorité aujourd'hui, c'est pas tellement les grosses plateformes qui mettent 30 ans à être produites et qui sont des bijoux de technologie qui arriveront en 2040. On a parlé de ces grands projets franco-allemands. La priorité dans l'immédiat, si on veut que l'Ukraine tienne, que la Russie respecte l'Europe, parce que c'est quand même ça la priorité immédiatement, c'est vraiment de produire ces produits consommables, c'est-à-dire drones, munitions, missiles. Et ça, c'est essentiellement la demande agrégée qui peut le permettre. Il y a un deuxième point qui est intéressant. Un monsieur a posé la question des concurrences technologiques et notamment des drones. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant parce que, d'une part, ça montre que l'Ukraine, en particulier, mais la Russie aussi, mais l'Ukraine est dans notre camp, est devenue un extraordinaire laboratoire d'innovation militaire. Et c'est pour ça que moi j'ai fait partie de ceux qui ont milité beaucoup pour qu'on intègre le plus rapidement possible l'Ukraine dans les politiques européennes de défense, parce que je pense que ça marche dans les deux sens. D'une certaine manière, c'est une façon pour l'Union européenne d'aider l'Ukraine, mais c'est aussi une façon pour l'Ukraine de câbler les industries de l'Union européenne à sa dynamique d'innovation, que nous n'avons pas forcément, parce que eux, ils ont des cycles d'innovation extrêmement courts, où entre le temps où ils repèrent qu'il y a un avantage au matériel russe sur le terrain, ils ont une idée pour contrer la technologie russe, de la tester et la faire revenir sur le terrain, il y a parfois quelques semaines. Pour des choses qui, en temps de paix, dans un pays qui n'est pas en guerre, comme la France, prendraient des années et des années. Donc ça, c'est très intéressant de se câbler à ce laboratoire d'innovation. Et c'est aussi intéressant d'un point de vue politique. Parce qu'on a parlé beaucoup de l'industrie de défense, des grands industriels français comme Dassault ou allemands comme Rheinmetall, mais il ne faut aussi pas être naïf sur leur rapport à l'Europe. Il y a beaucoup d'industriels, je suis désolé de le dire, qui sont très très anti-européens. C'est-à-dire, on a une sorte de complexe militaro-industriel nationaliste qui considère que l'Europe, c'est une façon qui dérange leur façon de produire et de vendre traditionnelle. Dassault, c'est un exemple typique, qui milite systématiquement contre les programmes européens et qui essaye de torpiller une vision européenne de la défense en disant « Nous, on était bien confortables quand on était en binôme avec un État français qui achète chez nous, qu'on connaît et avec qui on a des bonnes relations. S'il s'agit de faire ça en coopération, on ne connaît pas bien et on n'aime pas ça. » Et en plus, je pense que ça nous amène à des choses qui manquent d'agilité cruellement dans la guerre actuelle. C'est-à-dire, quand on vous dit vous allez avoir un nouveau système d'armes dans 20 ans, quelle agilité ça vous donne face à la Russie pour impressionner la Russie dans la guerre en Ukraine. En revanche, avec ces nouveaux systèmes,
Ça ne remplace pas tout. Je ne dis pas qu'on va remplacer les frégates, les avions de combat et les chars de combat avec des drones intelligents. Mais ça donne une agilité qu'on n'avait pas du tout. C'est-à-dire, en quelques années, vous pouvez avoir de la masse pour souvent moins cher. Et j'en veux pour preuve que même les États-Unis, c'est-à-dire a priori le pays qui a accès à toute la panoplie des technologies possibles et qui a de l'argent dans la défense, ils ont adopté, notamment vis-à-vis de la Chine, la philosophie qu'ils ont appelée réplicator. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont dit qu'il faut passer à ce qu'ils appellent smart, small, cheap and many. Ça veut dire faire du low cost. Au lieu d'essayer d'avoir quelques plateformes très chères, très technologiques, on va en avoir beaucoup, pas chères, low cost, et qui sont aussi intelligentes. C'est-à-dire qui peuvent, avec de l'intelligence artificielle à bord, être beaucoup plus réactives et finalement être aussi plus facile à produire, parce que dès que vous n'avez plus d'humains dans une arme, il y a énormément de contraintes qui disparaissent, de protéger, de faire des choses qu'un humain n'est physiquement plus capable de faire, etc., etc. Donc, on est aussi au moment d'une révolution technologique que les Ukrainiens peuvent nous aider à franchir, parce qu'eux, ils sont aux premières loges de cette révolution technologique, et qui peut aussi, politiquement, je pense, nous aider à contourner des obstacles politiques, c'est-à-dire des industriels qui nous disent « Ah oui, mais alors la coopération franco-allemande, ça va prendre 30 ans, et on va passer 30 ans à s'engueuler. » Parce que ça veut dire que vous pouvez vous appuyer sur des entreprises qui sont parfois des petites moyennes entreprises, qu'ils ne sont pas forcément uniquement dans les grands États membres, c'est-à-dire que politiquement, vous pouvez rassembler un soutien politique de la part des États membres qui est un peu plus vaste. Les uns vont dire « Ah bah oui, mais bah moi, sur une niche, j'ai une petite entreprise qui fait de la haute technologie dans mon petit pays, etc. » Et puis, qui peut permettre de faire de la masse sur le flanc est européen très rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez, dans ce domaine, dire bah, on va faire la différence dans 1 an, dans 2 ans, face à la Russie. Pas dans 30 ans si on arrivait à se mettre d'accord entre Français et Allemands. Donc il y a aussi, si vous voulez, par la guerre, des perspectives nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé qui s'ouvrent. Et dernier élément là-dessus, sur la question de la masse. On parle beaucoup de la concurrence entre l'Union européenne et l'OTAN dans votre discussion. Je pense qu'une façon intéressante de présenter les choses, c'est celle que le président Macron a adoptée en disant la façon qu'il faut penser le pilier européen au sein de l'OTAN. C'est intéressant ça, parce que si vous dites on est contre l'OTAN, vous perdez 80%, 90% des partenaires européens de la France. En revanche, si vous dites on veut renforcer l'OTAN pour que l'OTAN soit capable d'avoir une ligne de défense européne, même si les Américains ne sont pas très actifs, là vous avez tout le monde. Parce que dire qu'il faut détruire ce qui est la défense de l'Europe aujourd'hui, dans l'espoir de construire un truc qui va la remplacer pour faire au mieux la même chose, et au pire beaucoup moins bien, ça ne tente personne parmi ceux qui sont directement concernés par la menace russe. En revanche, si vous leur dites, on va, dans le cadre de ce qu'on a déjà, essayer de donner plus de solidité à la partie européenne pour compenser une partie américaine qui s'engage de moins en moins, et ça, même les plus atlantistes le voient et ne sont pas dupes, là, vous pouvez convaincre les autres. Donc je pense que, en termes, du point de vue de l'Ukraine, je l'ai dit, l'enjeu, c'est vraiment d'agréger la demande pour pouvoir avoir ce programme d'achat de matériel consommable. Et du point de vue de notre propre défense, au-delà de ce matériel consommable, c'est de dire on veut avoir une première ligne de défense, essentiellement européenne au sein de l'OTAN, qui ne soit pas vulnérable à des aléas de la politique américaine. Et ça, c'est tout à fait compréhensible par tous les plus atlantistes au sein de l'Alliance Atlantique. Et c'est des choses qu'on peut faire aussi par cette nouvelle perspective technologique et en partenariat avec l'Ukraine. Donc, la perspective qu'a indiqué le général tout à l'heure en disant l'OTAN s'est fixé comme objectif d'avoir 100 000 soldats prêts sur le front à se battre en moins de 10 jours et 300 000 en moins d'1 mois, je la trouve aussi intéressante parce qu'implicitement, c'est un appel à l'Europe de la part de l'OTAN. Parce qu'il n'y aura pas 300 000 soldats américains disponibles en moins d'1 mois. Les 300 000 soldats disponibles en moins d'1 mois, c'est forcément des soldats européens, et des soldats non seulement européens, mais prépositionnés sur place dans les pays du flanc Est. Donc ça veut dire que, de toute façon, c'est une façon implicite de dire que l'effort essentiel va venir des Européens. Et je termine par ce que je disais aujourd'hui, l'adieu à l'Afrique. Moi, j'ai écrit, au moment où il y a eu les coups d'État au Niger,
que c'était peut-être une chance, en particulier pour un pays comme la France, qui a passé son temps à dire alors nous, on ne peut pas trop être actifs sur le flanc est de l'Europe parce qu'on est au Sahel, parce qu'on est très engagé en Afrique. Eh bien, maintenant que de toute façon on quitte l'Afrique, et on le quitte non seulement dans les opérations, mais même dans les bases prépositionnées, de toute façon on quitte l'Afrique, et ça peut avoir des vertus, y compris dans les relations avec les Africains qui de toute façon ne veulent plus de cette relation, c'est aussi un intérêt de rééquilibrer l'investissement en Europe. Et en fait, maintenant la perspective, c'est d'augmenter, en particulier pour la France, la présence sur le flanc Est, et la contribution de la France à ce pilier européen au sein de l'OTAN. Ça a une dimension conventionnelle, et ça a peut-être aussi une dimension nucléaire. Il y a aussi un débat, que vous avez peut-être entendu, sur qu'est-ce que la France peut au service de l'Europe, en particulier en matière nucléaire. Moi, j'ai proposé une solution intermédiaire en disant, voilà, peut-être qu'on n'est pas forcément capable tout de suite de faire un système de partage du nucléaire. En revanche, on a une doctrine qui est encore très très nationale, d'un point de vue nucléaire, qui parle des intérêts vitaux de la France, et qui dit que ces intérêts vitaux ont indirectement une dimension européenne. Moi, je pense que si la France disait, on a premièrement les intérêts vitaux, deuxièmement la défense de l'Europe, ça serait vu comme un pas très important de la part de nos partenaires, comme un changement de doctrine effectif, qui finalement nous alignerait sur beaucoup d'autres acteurs, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, comme la Russie, qui tous font la distinction entre leur territoire et leurs alliés, et qui nous permettrait de contribuer à ce pilier européen au sein de l'OTAN. Et je ne pense pas du tout qu'il y ait de contradiction entre l'action de l'Union européenne et de l'OTAN de ce point de vue-là, parce que si l'Union européenne voit vraiment son rôle dans cette coordination de l'effort capacitaire, c'est tout à fait en synergie avec ce que peut faire un pilier européen au sein de l'OTAN. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup.